Bon, et ben bonsoir à tous. Merci d'être venus. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons accueillir Marion, qui est la sup layout chez Miraculous Corp, pour nous présenter un petit peu comment se passe le layout là-bas, car ils sont passés sous Unreal pour cette nouvelle saison, et donc histoire de voir un petit peu des making-of, des insights un peu de cette série. Voilà. Donc, Marion. Bonsoir. Je suis absolument pas rompue à l'exercice, donc je vais vous demander un petit peu d'indulgence si jamais ça bafouille, si jamais il y a des un petit peu long. Je compte sur Sigmund pour me relancer. Déjà pour commencer, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le layout? Oui? Il n'y a pas besoin d'une réexplication? Bon, je la fais quand même parce que c'est prévu. Donc le layout, c'est la réinterprétation du storyboard et de l'animatique en 2D dans la 3D. Et c'est aussi la première étape de fabrication où on va réunir le squelette en fait, de l'animation. Donc les assets, la mise en scène, où on va commencer à mettre en place des timings, et ça commence. Des caméras. Des caméras, tout à fait. Des intentions de réalisation, et même plus que des intentions de réalisation, en fait, parce que normalement, les caméras qui sont mises en place au moment du layout sont gardées après tout le long de la production. C'est là aussi qu'on va commencer à faire attention aux intentions de lumière. On va faire un gros effort pour réduire les triches qui ont été faites au storyboard pour que justement les lighters derrière soient moins embêtés. Et qu'on va mettre en fait tout le squelette pour les départements qui arrivent derrière. Donc c'est un peu la pression, parce que si jamais on fait une bêtise, derrière, c'est tous les autres départements qui trinquent. Voilà pour la petite histoire. Alors, peut-être tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu faisais avant, comment tu es venu à faire de la prévis sous Unreal. Tout à fait. Moi, j'ai fait très classiquement une école de 3D. J'ai été chez Artefix. J'avais pour ambition de devenir animatrice 3D. J'en ai fait un petit peu. Et ensuite, je me suis retrouvée un petit peu par hasard à faire du layout sur une prod qui s'appelle Vic le Viking, qui remonte un petit peu, chez Studio 100 Animation, s'il y a des gens qui connaissent. Et... Et c'est là que j'ai trouvé que le layout, c'était vachement bien, parce que moi, ce qui me plaisait dans l'animation, c'était justement de raconter une histoire. Et avec le layout, ce qui est chouette, c'est qu'il y a les posings pour l'animation, pour les personnages, pour l'acting, il y a les mouvements de caméra, il y a la mise en scène, et il y a toute la volonté du réalisateur. En fait, en gros, il manque le lighting et les FX. Ce qui commence à être possible justement avec Unreal. Et ça, c'est plutôt très très cool. Donc moi, j'ai essentiellement bossé sous Maya. Et il y a 3 ans, j'étais chez Micros. On a commencé à me dire ouais, ce serait bien de regarder un petit peu sur Unreal comment ça se passe, pour commencer à placer quelques caméras, quelques personnages, et pouvoir donner une idée au réal en fait de à quoi vont ressembler leurs décors, à quoi leur visuel va pouvoir ressembler, avec des textures un peu plus définitives, que ce soit pas tout en valeur de gris, parce que c'est un peu chiant. Donc, petite formation sous Unreal, qui était très intéressante. Ça m'a permis d'aborder tout ce qui est, on va en parler plus tard, mais tout ce qui est séquenceur, tout ce qui est control rig, de voir un peu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, de commencer à réfléchir comment est-ce qu'on peut passer de Maya à Unreal. Et forte de cette expérience, j'ai été recrutée chez ZAG, qui est devenu depuis donc Miraculous Corp, pour justement faire le layout de Miraculous Ladybug sous Unreal. Voilà. Trop bien. Ils ont beaucoup de chance d'avoir recruté. Uh-huh. Non, et puis,
Du coup, comment ça s'est passé ton arrivée? Donc, Miraculous passe sous Unreal. Ils décident de monter un peu leur série sous justement Unreal. C'est tout nouveau pour eux. Toi, tu arrives. Qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu mets en place le pipe? Alors, moi j'arrive, déjà on me dit, t'es venu pour Unreal, par contre pour l'instant on n'est pas sûr. Donc j'ai attendu une petite semaine, ensuite on a été sûr, Unreal, le layout se fera bien sous Unreal. Et à partir de là, il a fallu, il y avait vraiment rien du tout qui existait, mais même au niveau du pipe, ils avaient un peu de pipe Maya pour faire les décors, pour faire les props, les caras. Mais sous Unreal, il n'y avait pas grand-chose. Donc il a fallu mettre en place tout le pipe pour le layout, ce qui n'a pas été une mince affaire parce que on avait très très peu de connaissances sur Unreal. Parce que moi j'avais fait en dilettante des tests pour Micros, mais j'étais toute seule. Donc j'allais chercher dans le Content Browser, je faisais glisser, je faisais des imports. Mais tout ça, c'est pas du tout faisable sur une prod industrielle en fait. Donc déjà, on a commencé par regarder comment ça se passait, comment travailler dans Unreal, comment travailler à la séquence, parce que layout, on ne travaille pas au shot comme en animation, on travaille à la séquence parce qu'on a besoin de voir comment les shots s'enchaînent pour le montage, pour des problèmes de mise en scène. On a travaillé, on a décidé de prendre l'option avec 2 séquenceurs imbriqués. Donc un grand séquenceur en fait avec tous les shots qui s'enchaînent, chaque shot étant un petit séquenceur à lui tout seul. Ensuite, il s'est posé la question, sous Maya, on est très habitué, on a l'outliner avec tout ce dont on a besoin. Sous Unreal, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est le premier truc quand on passe de l'un à l'autre et qu'on est un peu en animation ou quoi. Dès qu'on doit commencer à faire bouger des trucs, ça se passe dans le séquenceur. Il faut aller faire spawner dans le séquenceur, il faut récupérer ce qui est dans l'outliner, le mettre dans le séquenceur quand c'est des éléments du décor, par exemple. Mettre directement les caractères dans le séquenceur. Ça, c'est pas du tout intuitif quand on vient de Maya. On a tendance à vouloir importer un personnage, par exemple, dans l'outliner pour ensuite revenir le faire spawner dans le séquenceur. Donc déjà, on a un petit peu pris nos marques avec ces spécificités-là. Et à partir de là, en fait, comme on connaissait pas, comme on avait surtout Maya comme base, on s'est dit, on va se servir du séquenceur comme d'un mini outliner, au final. Donc, on a fait un certain nombre de dossiers à l'intérieur. Je vais vous montrer. Voilà. Donc en fait, on s'est vraiment... alors, est-ce que c'était la bonne solution ou pas? L'avenir nous le dira et est encore en train de nous le dire. Mais voilà, on a décidé, il y aura un dossier avec la caméra. Donc on a une caméra par shot, vu qu'on peut avoir le nombre de shots qu'on veut finalement dans un séquenceur. Faisons ça. Un dossier caractère, un dossier props, un dossier props BG pour tout ce qu'on a besoin de bouger dans un BG. Parce qu'il y a un autre problème qui s'est présenté, c'est que les BG, ce sont des levels. Tout le monde est familier avec le concept? Oui? Ouais. Non, ok. Alors du coup, dans Unreal, ça fonctionne un peu comme dans un jeu vidéo. Et c'est des levels, en gros, c'est comme si tu avais plusieurs... comment dire? Tu as plusieurs environnements. On travaille avec des levels et des sous-levels. Donc, en fait, tu as plusieurs environnements qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et en fait, c'est comme un niveau de jeu vidéo. C'est ça. Ok, d'accord. Et le problème, c'est que les levels, ils sont dans une bible. Et si on commence à bouger les choses en dur, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est pareil, il a fallu qu'on s'habitue et qu'on s'habitue justement à faire spawner les éléments du décor dans le séquenceur.
tout en s'assurant que ces éléments-là, pour des réutilisations dans des épisodes ultérieurs, en fait, restent bien à leur place dans le décor de base. Donc pour ça, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est juste, on cache l'élément de base, on le duplique, on le met dans le séquenceur. Ce pourquoi on a commencé à développer des outils un petit peu dans tous les sens, parce que s'il faut le faire à chaque fois, le nombre de clics est exponentiel. Et les quotas ne sont pas d'accord avec ça. Donc voilà. Alors, vous pouvez constater, on a des... Je ne sais pas si les gens voient bien. On a des dossiers aussi pour les FX et les lights. Ça, c'est plus des proxys que nous, on va mettre en place. En général, on a des ambiances de light, ce qui est plutôt pas mal, mais on n'a pas de lighting précis, on n'a pas forcément d'intention de light précise. Ça, c'est fait nettement plus tard, au moment du lighting, en fait. Et c'est vrai que ce qui nous manque un petit peu actuellement, pour avoir quelque chose qui va plus aller vers de la prévise que du layout, c'est de pouvoir, nous, mettre en place des directions de light qu'on puisse respecter, en fait, pour que le lighting derrière son travail soit un petit peu facilité. Les FX, c'est pareil. On utilise des proxys. On a la chance d'avoir une équipe FX qui nous a développé quelques petits FX, merci à eux, que nous on met en place et que évidemment on met en place jamais correctement, donc on leur file du boulot derrière, mais bon, désolé. Voilà. Ensuite, on a un level visibility. Alors ça, c'est un peu un reliquat parce que maintenant on travaille moins comme ça. En fait, le truc, c'est qu'actuellement, on a des levels qui sont immenses. Et il y a des moments où on a vraiment besoin de cacher des choses entre du procédural, par exemple, des choses qui peuvent, pour l'instant, peser très lourd. Mais m'a-t-on dit dans l'oreillette, c'est en cours d'être réglé, donc bientôt on n'aura plus besoin de ce dossier. Voilà, donc ça c'était déjà apprendre à comment se servir du séquenceur, c'était déjà un bon petit morceau pour pouvoir tout mettre en place. Après on s'est beaucoup basé sur ce qu'on connaissait de Maya, donc c'est peut-être pas d'un point de vue des gens qui connaissent Unreal et surtout qui s'en servent dans le jeu vidéo. C'est peut-être pas intuitif pour vous, mais nous, on s'en est sortis comme ça. Concernant la caméra, sous Maya, on a un rig de caméra. Et on a vu que sous Unreal, on pouvait mettre un rail, on pouvait mettre un dolly. Le problème, c'est que ça va donner des mouvements de caméra qui sont pas très organiques, qui peuvent être assez mécaniques et qui sont un petit peu longs à mettre en place. Donc nous, on a choisi, après peut-être que ça changera avec le temps, mais on a choisi de mettre en place un rig sur la caméra, comme on peut en trouver sur Maya. Et on a demandé aux développeurs aussi, et merci à eux, de nous mettre toutes les petites choses dont on avait besoin, tous les réglages, comme l'aperture, la focale, le focus. Tous ces trucs-là, on a demandé à les avoir directement dans le séquenceur, petit lapsus, pour avoir accès en fait à tous nos réglages directement dans le séquenceur, pour pas avoir trop d'allers-retours à faire un petit peu dans tous les sens. Pour les personnages, dans ce cas-là, on a développé un control rig automatique. Donc, on reçoit de l'animation un rig avec des bones sur lequel l'on vient connecter en fait un control rig en auto. Ce qui fonctionne plutôt bien. Là où ça peut un peu poser problème, c'est quand on a des personnages qui sont particuliers, quand il y a un personnage qui doit enlever son chapeau, par exemple. Ça, par exemple, on ne peut pas le faire au layout. Donc, pour l'instant, on en prend notre parti. On attend de voir si éventuellement il y a des choses qui peuvent se débloquer à ce niveau-là.
Concernant les props aussi, ça a été un petit peu... ça a été pas mal de réflexion. Donc les props, à la base, on avait juste un SM. Le problème, c'est qu'il y a des props qu'il faut pouvoir manipuler. Par exemple, un livre, des fois, on a besoin de pouvoir l'ouvrir, on a besoin de pouvoir tourner les pages. Et la première solution vers laquelle on s'est tourné dans ces cas-là, c'est du rig. Donc, ce qu'on a appelé des rigs un peu complexes, c'est-à-dire que le département rig nous fait un rig sous Maya, on récupère les joints en rig FK automatique sous Unreal. Le problème, c'est que on peut se retrouver avec quelque chose de visuellement très complexe, avec plein de petits points partout, et surtout avec, je sais pas si vous voyez, le contrôle rig de la caméra, là, vous voyez, il y a déjà plein de contrôleurs. Mais on peut se retrouver avec une liste de contrôleurs absolument aberrante. Donc ça, c'était pas la meilleure solution. Donc, ce qu'on fait au final, c'est qu'on crée un BP avec les différentes pages en SM, chacune séparée, avec le pivot au bon endroit, ce qui nous permet d'animer directement les SM, qui est beaucoup plus simple et qui est moins lourd. J'ai un petit laser qui permet de pointer, mais il a disparu. Et en plus, j'ai cassé. Et du coup, tu as cassé l'écran. Eh ben bravo. C'est pas grave, je peux regarder mes notes pendant ce temps-là. Donc en fait, là, il y a un peu un mix entre retrouver des outils Maya et, par exemple, avoir une sorte de rig de caméra, c'est des choses qu'on pouvait avoir sur Maya, et utiliser Unreal pour essayer de s'organiser, en fait. Enfin, utiliser les contraintes d'Unreal, en fait. On a essayé de faire un mix entre les deux. Déjà parce que on se basait sur ce qu'on connaissait, et aussi dans un souci de transition, parce que la plupart des artistes qui nous rejoignent, ils n'ont jamais travaillé sous Unreal. Et comment ça s'est passé d'ailleurs, les membres de ton équipe qui t'ont rejoint? Est-ce qu'ils sont rentrés dans Unreal facilement? Est-ce qu'ils ont eu du mal? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Ou est-ce qu'ils ont trouvé ça vraiment bien? C'est propre à chacun. Ils ont tous des avantages et des inconvénients qui leur sont propres. Les gros, on va dire, les gros défauts, entre guillemets, qui agacent dans Unreal, c'est que Unreal, à la base, il n'est pas fait pour faire de l'animation. Est-ce qu'on peut adapter la même logique sur les assets? D'accord, on n'a pas besoin que les assets ou que la chambre d'Adrien soit rendue sur Unreal, mais que nous, ce qui nous intéresse, c'est que la façade de devant. Est-ce qu'il y a une logique qui s'applique? Tu veux dire à partir du moment où l'objet est caché, il n'est pas pris en compte? Bah oui, parce que non. Pour que le level soit moins lourd, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Ça peut marcher éventuellement. Aurélien parlait d'open world. Donc, plus l'objet est loin et moins il est rendu, c'est le système du fog en jeu vidéo. Je vais te laisser répondre sur celle-là, je pense. Tu seras plus technique que moi. Alors, du coup, il y a eu une très belle présentation sur Nanite qui expliquait un petit peu ça. En vrai, Unreal utilise deux moteurs pour gérer l'affichage des static mesh et du squelettal. Et ça va dépendre de comment on peut l'utiliser pour cette techno. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle du culling, et il va savoir si un objet doit être présent ou pas dans la scène, et il va faire en conséquence. Et après, il va jouer sur la distance pour savoir le niveau de détail qu'il va afficher. Nanite est entièrement automatisé là-dessus. Et si on n'utilise pas Nanite, à ce moment-là, on doit faire un niveau de détail, un load, qui lui pourrait être chargé en conséquence de la distance selon sa taille sur l'écran directement affiché. Mais pas sa présence dans l'avatar. La présence, elle est faite au tick. Donc il y a un draw call qui va être fait à chaque tick. C'est pour ça que c'est du temps réel. Ce qui signifie que le CPU envoie l'information de tous les objets qui doivent être affichés en temps réel. Et pour que ce soit en temps réel, il faut être du 16 millisecondes, tout ça. Là. Mais ce qui peut être intéressant, surtout, c'est que lui, il va savoir si ça va être ou pas présent sur l'écran. Et c'est à partir de ce moment-là où il s'occupera de dire tu as besoin de m'afficher cet objet-là. Tu sais qu'il est à cette distance-là et qu'il sera affiché en haute qualité ou pas du tout. Et quand vous importez sur Maya, est-ce que le layout Unreal, c'est
vont pas toucher au layout, où les animateurs vont refaire la pause avec le rig de Maya, comme de rig, et ensuite ils vont faire la mise, et ensuite exporter C'est ça. Ils peuvent tout de suite prendre le rig et l'utiliser, quoi. Non. Pour le moment, c'est vraiment, comme je disais, on a un rig, on a un contrôle rig automatique sous Unreal qui s'adapte un peu à chaque personnage. Ensuite, sous Maya, ils ont un rig adapté à chaque personnage. Donc, ils récupèrent pas du tout le rig du layout. Et en plus de ça, au layout et sous Maya, c'est souvent le cas sur des séries comme ça. On a un rig qui est simplifié par rapport au rig des animateurs. On n'a pas le facial, on n'a pas tout un tas de trucs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on exporte les FBX pour les animateurs pour qu'ils puissent se caler à peu près sur nos posings, parce qu'on reste des layouteurs, pas des animateurs. Donc ils vont refaire des posings qui ressemblent aux nôtres, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Ils vont faire l'animation, et ensuite tout ça, c'est récupéré et réinjecté dans Unreal avec un autre rig spécifique. C'est juste que là, maintenant, on a un logiciel, enfin maintenant c'est devenu un plugin qui s'appelle Odyssey, qui permet de faire des dessins, le layout de l'animation. Est-ce que ça peut être éventuellement envisagé pour faire le layout, et en fait, à partir de ça, on peut prendre l'image en PNG, l'importer dans la et faire la pose, la pose à partir de ça. Je connais pas du tout ce plugin. Il y a Victor qui avait une question. Oui, pardon. J'aimerais 3 questions. Ok. Au moins, je commence par là, donc c'est OK. Merci. Vous avez parlé des nouveaux boards qui avaient leur caméra dans Blender, mais aussi, j'imagine que ça anime dans Maya, donc ils ont leur caméra dans Maya aussi pour animer par rapport au plan. Les borders Les animateurs. Les animateurs, ils animent avec un nombre de caméras, donc caméra dans Maya, mais est-ce que vous avez un moyen de communiquer les caméras entre Maya et Unreal? Oui, c'est exactement ce qu'on fait. D'ailleurs, les animateurs ne touchent pas vraiment les caméras qu'on leur envoie. Okay. On leur envoie les animations de caméra qui sont donc bakées de Unreal à Maya. Et ils adaptent éventuellement la caméra quand, par exemple, il y a une course et qu'on n'a pas tout à fait le même rythme de course ou qu'il faut ajuster un tout petit peu. Vous avez un moyen de communiquer toutes les informations qui ne sont pas directement liées à un box comme la focale ou ce qui est une caméra que vous connaissez? Alors, la focale, je sais que c'est communiqué. Ok. Tu veux en parler plus ou comment ça se passe? Ouais. Non, si l'idée c'est que pour des informations un peu classiques que tu retrouves dans une caméra, type focale, clip et un peu focus, comme on bake tout ça dans un FBX qui est un format un peu standard dans les soft 3D, que ce soit du jeu vidéo ou de l'animation, c'est des informations qui restent restrises pour tout ça. Là où c'est un peu difficile, c'est que parfois elles sont interprétées différemment. Et c'est là où il faut faire un petit peu mais la plupart des infos standards, il n'y a pas vraiment besoin. Vous aviez la même échelle entre Maya et Unreal? Non. Alors, surtout pas. C'est pas les mêmes axes, surtout. Je voulais savoir, par rapport au rythme que vous avez côté layout, qu'est-ce qu'ils ont exactement dedans? Je suis curieux moi, je ne bosse pas dans l'anime, donc c'est pas une partie du process que je connais. Je suis curieux de savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, les rigs de layout par rapport à un rig d'anime. Peut-être que c'est un peu trop spécifique. J'ai du mal à voir ce que tu veux dire, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre? Alors déjà, il n'y a pas le facial. Ensuite, comme tu peux le voir, bah, c'est comme un rig de layout dans Maya, en fait. Il va être simplifié par rapport à ce que les animateurs vont avoir. On a un switch IKFK sur les mains et sur les pieds. Les mains, les doigts, vous avez? On a les doigts. Non, on a bien poussé le truc. Non, on a le switch IKFK. En fait, le seul truc qui nous gêne vraiment, c'est le fait d'être entièrement automatique tout le temps. Donc, les chapeaux, les sacs, voilà, tous ces trucs-là, malheureusement, on n'y a pas accès. Donc, c'est des informations visuelles qu'on ne peut pas donner forcément à l'anime et qui doivent être communiquées par note ou par écrit. Ou avec le board, voilà. 5.3.
Oui, on n'est pas du tout à jour. Il y avait eu des trucs sur les avantages, justement. Ben là, actuellement, on est, quand il y a des contraintes à faire, en fait, on est uniquement avec les attaches dans le séquenceur parce que les contraintes ne marchent pas avec le control rig. Ce qui nous a bien embêtés. On a aussi de gros défauts actuellement. Je sais que ça va mieux dans les versions après, mais sur le Graph Editor, qui fait des interpolations un peu particulières, on va dire. C'est le Euler. Ouais, et le Euler filter. Non, mais pour faire un 360, un vrai 360, en fait, Unreal ne veut pas te laisser faire. Donc il va t'obliger, en fait, et tu vas te retrouver un personnage qui fait ça. Bah, tu vas te retrouver avec pour qu'il revienne au même endroit, alors que toi, tu veux vraiment qu'il fasse le tour. Est-ce que ça vous est arrivé d'utiliser occasionnellement le live link avec Maya? Pas dit occasionnellement parce que c'est pas... Non, parce que alors on a essayé, on avait commencé à regarder et en fait le live link marchait pas avec cette version, je crois. Bon, on n'a jamais réussi à le faire fonctionner en tout cas. Ouais, j'ai entendu ça aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas. Enfin, je l'avais testé à Micros. Et ça marche, mais avec... ouais, c'est long. Ouais, voilà. Quand vous faites des refs pour le layout, est-ce que vous allez dans des endroits carrés et vous allez poser des photos avec... vous faites la pose et vous faites sur... Oui, alors ça, c'est le design, pour le coup, qui s'en occupe. C'est au niveau... ça se fait au niveau de la pré-prod, en fait. Hein, Effectivement, quand on a besoin de faire un truc réaliste, on va prendre une ref et puis après les refs sont distribués, designés et puis le modeling s'en occupe. Oui. Sur la vie d'un shot, la production, comment se passe le passage de relais? En fait, est-ce que chaque département a un level séquence qui est ensuite imbriqué dans un shot, ou est-ce que le shot, une fois qu'il est terminé par un département, et passer à un autre département, puis à un autre département? Est-ce qu'il y a en fait une possibilité de paralléliser les différentes étapes? Est-ce que vraiment le fichier shot doit être pris en fait à la queue leu, si je puis dire, d'un département à un autre? Alors pour l'instant, on est à la queue leu. Parce que en soi, plus difficile, c'est que la documentation laisse à désirer. C'est quoi vos méthodes pour optimiser les FPS, enfin en général pour augmenter la fluidité? C'est un peu global comme question. on diminue la qualité visuelle. En termes de nanite, ouais, je vais te laisser. Globalement, on va essayer de prendre des perfs là où on peut. Donc on utilise évidemment Nanite, Lumen, les deux vont à ça, le virtual texture pour optimiser la mémoire. Mais globalement, avec tout ça, on arrive quand même dans les limites du moteur parce qu'on a une série avec beaucoup de personnages. Donc tout dépend toujours des shots, tout dépend de la complexité qu'on a besoin parce que derrière, on va faire énormément de post-process pour certains affichages. L'équipe qui s'occupe des FX a besoin d'avoir un petit peu de passe de disponible, donc des custom def ou ce genre de choses. Mais on rajoute toujours dessus parce qu'on a besoin de pouvoir sortir les shots.
Donc en termes d'optimisation, on n'a pas d'autre choix, c'est on va regarder les frames et on va faire une analyse sur ce qui peut être le plus coûteux. Et ensuite, on verra qu'est-ce qu'on peut améliorer ou optimiser. L'avantage, c'est que même si on utilise un moteur en temps réel, on ne fait pas de temps réel, ce qui fait un peu criser tout le monde parce que le viewport ne va pas être toujours fluide. Mais on fait en conséquence de ce qu'on a sous la main et on fait avec. Mais toutes les optimisations sont toujours les bienvenues et ça veut dire qu'il faut suffisamment modifier le moteur en conséquence au niveau de sa gestion des passes, ce qui peut être assez difficile. Et on est pour l'instant bloqué aussi sur la 5.3. Donc tant qu'on n'a pas de CPP, on ne pourra pas améliorer certaines performances ou certaines passes. C++. Et quand vous dites que le champ Adrien est quand même toujours là, ouais, elle a caché. Mais c'est ce qu'il faut, les gars. Quand on n'a pas besoin de l'avoir, on la cache. Okay. En fait, on a un level qui, lorsqu'il est casté. En fait, on a mis en place un système. T'as un grand level qui va s'appeler, par exemple, le quartier d'Adrien. Et dans ce quartier, il va y avoir tout un tas de sous-levels. Quand on n'en a pas besoin au layout, en fait, on nettoie. On enlève ceux qu'on ne va pas voir pour optimiser. Voilà. Et Question annexe, pardon, juste un peu tech par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Vous aviez des scènes d'extérieur beaucoup. Dans la 5.3, sauf erreur, il y a déjà le World Partition. Est-ce que c'est une option que vous envisagez pour le présent et l'avenir probablement, mais le présent, enfin en tout cas dans la version actuelle sous la 5.3? Tout à fait. clair et concis, merci. Alors, sujet un peu nouveau pour les gens qui viennent de l'anime un peu plus tradi, mais dont on n'a pas encore parlé, c'est le versionning, notamment Perforce. Comment s'est passée votre prise en main? J'imagine que peut-être en layout, vous avez plus l'habitude de travailler. Ok, j'enregistre ma scène à tel endroit du serveur. Mes rigs sont enregistrés sous forme de fichier à tel endroit du serveur. Et en général, j'ai des outils fournis par les équipes de TD ou du Pipe pour publier ou fabriquer vos scènes. Comment est-ce que finalement vous avez pris en main, j'imagine que vous faites du Perforce, toute cette manipulation et ce versionning, quels a été peut-être les bénéfices ou les désavantages d'utiliser un système plus, j'allais dire, de dev pour publier et manager finalement vos publications? Alors, pour les autres départements, je ne peux pas vraiment dire. Après, pour le layout, nous, on utilise le système des takes dans le séquenceur, en fait, qui est hyper pratique. T'as juste à, en fait, tu cliques droit sur un shot, tu lui dis nouvelle take, et ça va venir enregistrer dans le Content Browser une nouvelle take. Donc, c'est comme ça qu'on va faire notre versionning. Après, effectivement, tout notre layout, une fois qu'il est fait, on va venir le submit dans Perforce. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais pour le layout, en tout cas, c'est entre guillemets aussi simple que ça. Après, ça l'est moins, effectivement, dès qu'on a besoin d'aller chercher des versions en particulier. Mais ça rentre un petit peu dans Perforce, parce que le truc de Perforce, c'est qu'on a l'impression que c'est écrasé. Mais en fait, non. Mais du coup, il faut faire un reverse, un machin. Enfin, après, ça devient un petit peu technique sans avoir le logiciel sous la main, quoi. Je pense qu'on peut prendre peut-être une dernière question s'il y a. Par rapport à Maya, en fait, ton temps de productivité avec tous les tools, tout ce qui est en train de se mettre en place, est-ce que ça se rapproche de ce que tu faisais en fait sur Maya ou est-ce qu'il y a vraiment encore des différences? Pour l'instant, on est plus lent. Parce que y a des couacs. Notamment, tout le monde n'est pas habitué à travailler sous Unreal. Donc, par exemple, avec Perforce, il y a des choses des fois qui sont pas push correctement. Nous, on travaille en fait avec une bible qui va nourrir des streams. On a un stream par épisode, donc un gros projet avec tout en dur dedans, et ensuite des streams avec un épisode par stream. Ça va probablement changer dans les mois qui viennent.
Mais du coup, tu peux avoir une retech d'environnement, par exemple, et puis ne pas réussir à la trouver tout simplement parce que la personne qui a fait la retech n'a pas envoyé la retech dans le bon stream, par exemple. Donc en fait, c'est ça le truc avec Perforce aussi, c'est que il y a plein de... Pour l'instant, on est plus lent parce qu'il y a encore plein de mécanismes qui sont en cours de mise en route et il y a des habitudes qui sont en train d'être prises. Et que ce soit pour les graphistes, pour tout. Et il y a aussi le fait que ce séquenceur, par exemple, nous prend un petit peu plus de temps. De régler une caméra, une animation de caméra, c'est un petit peu plus lent aussi à cause des interpolations, à cause du graph editor qui est moins fin que dans Maya. Et de manière générale, pour l'animation, Unreal est quand même moins agréable pour l'instant. Alors après, j'ai entendu que ça avait beaucoup changé avec les dernières versions, mais nous, on n'y a pas encore eu droit. On attend. Super. Merci beaucoup, Marion. Merci. Merci aussi à Miraculous Corp de nous avoir autorisé à organiser cet événement. Aux camarades qui sont venus soutenir Marion. Merci aux Voilà. Merci aux camarades du Level Up, bien sûr, et au dernier bar avant la fin du monde de nous accueillir. Merci à Lenovo pour nous prêter le matériel, comme d'hab. Ils sont partenaires, et à l'école Georges Méliès. Et Annecy aussi. Ah oui, l'annonce. Attention. Petite annonce. Le prochain Level Up aura lieu à Annecy. Ce sera le Power Up. Donc, pour ceux qui seront au festival, on aura une séance spéciale avec Yoshimichi Tamura, Stéphane Chung et Yomi Vernel. Voilà. En fait, les billets, ça ouvre le 3 juin. Donc, ceux qui seront à Annecy, à partir du 3 juin, vous pourrez réserver. Et voilà, on vous attend le mercredi.